En 1759, un homme entre dans le bureau d'un notaire à Dublin. Il pose sa plume sur un document et il signe un bail. Pas pour 10 ans, pas pour 50 ans, pas pour un siècle, pour 9000 ans. Cet homme s'appelait Arthur Guinness. Il avait 34 ans. Il avait 200 livres en poche, l'héritage d'un prêtre qu'il avait pris sous son aile, et il venait de louer une brasserie abandonnée à Dublin pour une somme dérisoire. Il ne savait probablement pas qu'il était en train de fonder l'une des dynasties les plus puissantes de l'histoire moderne. Aujourd'hui, 10 millions de pintes de Guinness sont versées chaque jour dans le monde. La famille Guinness a compté des banquiers, des lords, des philanthropes, des espions et des auteurs parmi ses rangs. Et pourtant, presque personne ne connaît leur histoire. Bienvenue sur Dynasty Cast. Aujourd'hui, nous racontons l'Empire Guinness. Pour comprendre Arthur Guinness, il faut comprendre l'Irlande de 1750, un pays étranglé par la domination britannique, un peuple qui souffre, et une tradition bien ancrée, parce que l'eau est impropre à la consommation dans la plupart des villes, les Irlandais boivent, beaucoup, de l'alcool, du matin au soir, mais pas de la bière de qualité. La bière irlandaise de l'époque est médiocre, souvent dangereuse, le whisky domine. Arthur Guinness, lui, est le fils d'un régisseur de domaine, pas une naissance illustre, pas un héritage aristocratique, juste un jeune homme intelligent, ambitieux, et qui a eu la chance de rencontrer l'archevêque Price, qui, à sa mort, lui lègue 100 livres sterling. Avec cet argent, Arthur ouvre une première petite brasserie à Leixlip, à l'ouest de Dublin. Il apprend, il observe. Il comprend quelque chose que personne d'autre n'a encore saisi. Les Irlandais veulent une bière qui leur ressemble, sombre, robuste, honnête. 4 ans plus tard, il arrive à Dublin, St. James Gate, une brasserie à l'abandon, des murs qui tombent, des équipements rouillés, un propriétaire pressé de s'en débarrasser. Arthur Guinness négocie. Il obtient le bail pour 45 livres par an. 45 livres pour 9000 ans, soit un engagement contractuel jusqu'à l'an 10759. On peut discuter de son sens des affaires. On ne peut pas discuter de sa confiance en lui. Les premières années sont difficiles. Arthur produit différentes bières, des ales classiques, mais le marché est saturé. Les brasseries anglaises inondent l'Irlande de leurs produits. Pour survivre, il faut se différencier. Et c'est là qu'Arthur fait un pari audacieux. Il abandonne progressivement les ales et il mise tout sur un style de bière que les Londoniens viennent d'inventer, le porter. Une bière sombre, amère, à base de malt torréfié. Une bière que les porteurs des marchés de Londres boivent pour tenir leur longue journée de labeur. Arthur Guinness l'adopte, il la perfectionne, il l'adapte au goût irlandais. Et en 1799, 40 ans après avoir signé son bail, il prend une décision radicale. Il arrête complètement de produire des ales. La brasserie ne fera plus qu'un seul produit, un seul, le Porter Noir de St. James's Gate. Ses contemporains pensent qu'il est fou. Ils ont tort. La bière voyage bien, elle traverse la mer d'Irlande, elle arrive en Angleterre, elle séduit les travailleurs, les marins, les dockers. En 1801, Arthur commence à exporter vers le continent européen. Arthur Guinness meurt en 1803. Il a 78 ans. Il laisse une brasserie qui produit déjà des millions de litres par an. Et il laisse surtout quelque chose que peu de fondateurs réussissent à léguer. Une vision, un produit unique et des fils prêts à continuer. Parce que la vraie histoire de la famille Guinness commence après sa mort. 1845, l'Irlande est frappée par la Grande Famine. En 5 ans, 1 million d'Irlandais meurent de faim. Un autre million émigre. Le pays perd un quart de sa population. La brasserie Guinness, elle, continue de tourner. Et c'est là que la famille fait quelque chose d'inattendu pour l'époque. Elle choisit son camp. Pas le camp des propriétaires terriens anglais qui regardent mourir leur peuple. Le camp des Irlandais. Les Guinness ouvrent des cantines. Ils financent des logements ouvriers
à une époque où les usines entassent les familles dans des taudis. Ils investissent dans des parcs publics à Dublin. Ils paient des salaires supérieurs à la norme. Ils créent un système de retraite pour leurs employés, décennies avant que l'État ne l'envisage. Ce n'est pas de la philanthropie de façade, c'est une philosophie familiale. Et cette philosophie a une conséquence directe sur les affaires. Les Irlandais ne boivent pas simplement de la Guinness parce qu'elle est bonne, ils la boivent parce qu'elle est la leur. La Guinness devient plus qu'une bière, elle devient un symbole d'identité nationale. Et c'est cette fusion entre produit et peuple qui va propulser la famille vers quelque chose que personne n'avait anticipé. Au tournant du XXe siècle, la brasserie Guinness est la plus grande du monde. Elle emploie 5000 personnes à Dublin. Elle exporte sur 5 continents. Elle produit plus de bière qu'aucune autre entreprise sur la planète. Mais la famille Guinness ne se contente pas de brasser. Édouard Cecil Guinness, petit-fils d'Arthur, entre en bourse en 1886. C'est la plus grande introduction en bourse de l'histoire britannique à cette époque. Il lève des millions, il modernise l'outil industriel, il transforme une brasserie familiale en machine commerciale mondiale, et puis il fait quelque chose d'extraordinaire, il donne massivement, systématiquement. Il crée l'Iveag Trust, l'une des premières organisations de logements sociaux au monde. Il finance la rénovation de quartiers entiers à Dublin et à Londres. Il offre des bains publics, des jardins, des bibliothèques à des dizaines de milliers d'ouvriers qui n'y ont jamais eu accès. Ce n'est pas un hasard, c'est une transmission. Arthur avait posé les bases, ses fils avaient tenu le cap, son petit-fils avait compris que la richesse sans responsabilité ne dure pas. Et puis il y a l'histoire que personne ne raconte jamais sur les Guinness, celle du livre 1954. Hugh Beaver, directeur général de la brasserie, est en partie de chasse en Irlande. Il rate un oiseau. Et dans la discussion qui suit avec ses amis, une question surgit. Quel est l'oiseau le plus rapide d'Europe ? Personne ne sait. Il n'existe aucun livre de référence pour répondre à ce genre de questions. Hugh Beaver a une idée. Il commande la création d'un ouvrage qui recense les records du monde pour résoudre définitivement ces débats de pub. En 1955, le Guinness Book of Records est publié. La première édition se vend à 187 000 exemplaires en quelques semaines. Elle devient le livre le plus vendu du Royaume-Uni cette année-là. Aujourd'hui, le Guinness World Records est traduit en 100 langues. Il s'est vendu à plus de 140 millions d'exemplaires. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas une stratégie marketing calculée. C'était un homme qui avait raté un canard. Aujourd'hui, la brasserie de St. James's Gate est toujours debout. Elle appartient à Diageo. Depuis 1997, la famille a vendu ses parts au fil des décennies. Mais le nom, lui, n'est pas à vendre. Ce que la famille Guinness a construit en 2 siècles et demi, c'est rare. Pas parce qu'ils brasaient de la bière exceptionnelle, même si c'est vrai. Pas parce qu'ils avaient plus d'argent que leurs concurrents, même si c'était le cas. Mais parce qu'à chaque génération, quelqu'un dans cette famille a compris une chose simple. Un empire ne survit pas s'il ne sert que lui-même. Arthur a servi les Irlandais qui voulaient une bière honnête. Ses fils ont servi les ouvriers qui avaient besoin de dignité. Son petit-fils a servi les villes qui manquaient d'espace public. Et un directeur général a servi les habitués de pub qui voulaient juste gagner un débat. C'est ça, une dynastie. Pas une accumulation de richesses, une transmission de sens. Si cette histoire vous a appris quelque chose, partagez-la et abonnez-vous.